Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Version longue avec Mathieu Legault. Oui, ça c'est moi et Maxime Auclair. Ça c'est moi. Alors, on est rendu des habitués. Là, on a fait une coupe. On a trop fait. On a trop fait. Un peu tanné. Peut-être arrêter ça bien vite. Non, vraiment pas. On a un super bel invité, quelqu'un qui est passionné. Oui. Il s'appelle Marcel Labelle. Il a été journaliste. Il a écrit des livres. Il s'est intéressé énormément à Beauharnois et des villes dans la région. Oui, c'est ça. Ben moi, je l'ai vu sur un tournage parce qu'il a fait des panneaux pour la ville de Beauharnois, en fait, des bornes de signalisation sur l'histoire. En fait, c'est ça. C'est pas un historien. Il se considère pas comme historien. C'est vraiment un chercheur. C'est vraiment quelqu'un qui a tellement de curiosité. Oui, énormément. Il y a beaucoup de mémoire. C'est le premier invité qu'on a on a peut-être eu moins d'interaction. Mais je savais que, écoute, moi, de toute façon, l'histoire m'intéresse beaucoup. Fait que je me suis dit, au pire, on l'assoit là, puis on le fait parler des patriotes, et c'est ce qu'il a fait en partie. Ouais. Super intéressant de son parcours, mais on parle vraiment sur... on parle pas du journaliste tout de suite, là. Puis même, on n'a presque pas parlé, d'histoire, parce que c'est tellement fascinant. L'histoire de Beauharnois avec le livre du 150e. Oui, qui est sorti comme en 2013, qui est mentionné. Donc, c'est un gros morceau là, de ce qui a occupé son temps là, dans les dernières années. Ouais. Et plein de projets. Il a fait de la fiction aussi. Il a fait des rencontres très intéressantes là, qu'il va nous partager pendant ce balado-là. Il a même une imitation du rire de... Ah non, mais il l'avait bien. Pas juste le rire. Je pense quand il disait quelques mots, je fais comment... on le dira pas, son nom. OK, il y a une imitation en quelque part dans l'épisode. Surveillez ça attentivement. Fait qu'on va aller écouter ça, l'extrait avec Marcel Labelle. Monsieur Labelle. Marcel, ça va bien? Moi, ça va bien, vous-même. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Comme on s'est dit hors d'onde, tu étais sur notre short list. Tu es apparu sur notre liste assez rapidement. Bien, merci d'avoir pensé à moi, en tout cas. Malgré, c'est peut-être... dans ceux qu'on a eu dans les premiers, tu es peut-être la personne qu'on connaît le moins. En fait, qu'on a croisé moins souvent en tournage. Je suis discret. Oui, c'est discret, mais c'est sûr qu'Anne Quash, on la voit un peu plus souvent. Oui, ça, oui. Plus médiatisé, c'est ça. Mais déjà, on s'était vu ça dans le parc Sauvé à Beauharnois pour un truc, il y avait des panneaux de la ville, là, tout ça, puis c'est déjà, c'est ça, tu as travaillé là-dessus, en fait. Plutôt, oui. Plutôt, c'est ça. Bénévolement. Puis déjà là, j'avais comme, tu sais, parce que moi, j'adore l'histoire, j'ai toujours depuis... je m'inclus là-dedans aussi. L'histoire aussi beaucoup. Lui, les dates, c'est un génie des dates. La chronologie, j'aime... Fait que, mais c'est ça. Puis, on va commencer tout de suite avec le livre de 150 ans de Beauharnois, parce que je pense que c'est un gros truc, ça. C'est une grosse brique, des gens partant. Oui, ça m'a pris 2 ans et 2 mois. Mais ça a parti comment? En fait, tu as été approché comment pour... Alors, c'est dans le cadre du 150e de l'incorporation de la ville de Beauharnois. Ouais, c'est ça. Donc, en 2013, le maire de l'époque, M. Claude Hainaut, m'avait contacté pour me demander... j'avais, fait les panneaux, comme tu disais, dans le parc Sauvé. J'avais une certaine expertise, j'écrivais, tout ça. Et là, c'était de faire l'histoire de Beauharnois, mais aussi, il y avait eu les fusions au début des années 2000, qui avaient été un peu douloureuses, peut-être. Pour les gens, Maple Grove et Melogeville sont rentrés dans Beauharnois, puis je sais que dans le coin, moi, je viens de Sainte-Martine, là, fait que je n'entendais parler, puis les gens étaient bien attachés. Ils étaient fâchés, là. C'est ça. Alors, l'idée de M. Hainaut, c'était de dire, on va essayer de servir de l'incorporation de la ville de Beauharnois, Melogeville et Maple Grove n'étaient pas concernés, pour essayer de rassembler. Donc, j'étais arrivé avec ce titre, 150 ans ensemble, pour dire, même si juridiquement, Melogeville et Maple Grove n'étaient pas avec Beauharnois, ils partageaient un lieu commun, c'est une ville riveraine, et on pouvait quand même faire des liens entre... Beauharnois, Maple Grove et Melogeville. Alors, c'était ça l'idée. Et là, moi, naïvement, je me suis dit, il y a 3 villes, on va faire 100 pages chaque, ça va faire 300. Il y en a combien là-dedans? Alors, il y en a 427 avec 625 visuels. Ouais.
Plus j'avançais, plus je trouvais des affaires. Je me souviens une fois, M. Hainaut m'avait dit, il dit, tu cherches? J'ai dit, je cherche, mais j'ai dit, je trouve aussi. Oui, il y a ça, alors, c'est ça. Mais j'imagine que dès qu'on trouve quelque chose, des fois, ça amenait autre chose. Ça amène quelque chose ou d'autres choses. C'est ça. Par exemple, le premier maire de la ville de Beauharnois. Bon, en 1919, il y a un prêtre, le père Augustin Leduc, qui a fait un livre qui est encore disponible. C'est un item de collecteur, comme diraient les Français. Mais lui donnait comme premier maire de Beauharnois Janvier Ulysse Robillard. Okay. Et moi, en faisant les recherches, je me suis rendu compte que c'était pas lui le premier maire, c'était Toussaint Rochon. Toussaint Rochon, c'était un des 57 patriotes exilés en Australie. Et pour le père Leduc, l'Église catholique a toujours été contre les patriotes. Même en 1919, il va parler des troubles de 1838. Alors, il préférait mettre Robillard, qui lui aussi s'opposait dans certains cas, c'était un marchand général au clergé, mais il préférait mettre quelqu'un qui s'opposait au clergé que de mettre un patriote comme premier maire de la ville de Beauharnois. Alors, moi, j'ai trouvé 4 procès-verbaux signés de la main de Toussaint Rochon, qui lui était le voiturier, là, c'était le gars de char de Beauharnois. Et donc, c'était la preuve qu'après le 15 octobre 1863, la date de l'incorporation, c'était effectivement Toussaint Rochon. Mais là, moi, j'étais allé voir Yvon Julien. Yvon Julien, c'était vraiment le défricheur de l'histoire de Beauharnois. Je connaissais depuis les années 90. Mais là, je marchais sur des œufs. C'est parce que j'ai trouvé, je pense que c'est pas Robillard qui est le premier maire. Puis là, je disais, Yvon, qu'est-ce que t'en penses? Puis tout ça. Là, j'ai amené ça tranquillement, pas vite. Mais Yvon Julien, la première personne, quand j'ai eu le mandat de faire ce livre-là, la première personne que je suis allé voir, que j'ai appelé, c'est Yvon. C'est Yvon Julien. Puis là, Yvon m'amenait, il y avait une collection de photos d'à peu près 3-4 000 photos. Ça part bien. Ça part bien. Et il m'amenait ça dans des boîtes à chaussures. Et puis là, je suis passé au travers de ça, je numérisais ce dont j'avais besoin. Et ça a été ma base là, pour... Puis après ça, j'avais d'autres collaborateurs. Par exemple, Stanislas Doré. Alors, Stanislas, donc, personnage de Beauharnois. C'est ça que j'ai fait, sur lequel j'ai fait un livre. Mais lui, je l'appelais, puis je disais, bon, ben Élie Gendron, le photographe de Beauharnois, est-ce qu'il y aurait des descendants? Puis il se mettait là-dessus et il me faisait une enquête. Ce qui fait que quand on a fait le lancement du livre, le 12 avril 2013, j'avais fait mon palmarès des 5 personnes. J'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui m'ont aidé, mais il y en a 5 en particulier. Ouais. Et je faisais un palmarès et je leur remettais un livre. Il y avait donc Jean-Paul Roy de Melocheville, il y avait Maurice Perron de Beauharnois, il y avait Georges Hausen de Melocheville, il y avait Stanislas Doré et il y avait Yvon Julien. Malheureusement, Yvon, à l'époque, était hospitalisé le soir du lancement. Puis d'ailleurs, j'étais allé y porter le livre à l'hôpital. Il l'a vu. Le livre est sorti en avril, puis Yvon est décédé en juin 2013. Donc, mais il l'a vu. Et, c'est ça. Qu'est-ce que ça avait donné? Fait que ça, j'imagine que c'est ça. C'est bien. C'est sûr, il faut avoir du monde. Parce que là, on parle de 150 ans, il faut aller chercher. Fait qu'en ayant de l'aide, on remontait bien avant 150 ans, bien avant 1863. Il y avait l'épisode des Patriotes, mais il y avait aussi toute la partie de la Pointe du Buisson avec la présence amérindienne. Oui. Mais moi, je ne suis pas un archéologue, je ne suis pas un spécialiste. Alors, j'avais demandé à l'époque à une archéologue de la Pointe du Buisson, son nom m'échappe, en tout cas, chapitre 3. Et c'est elle qui avait rédigé la partie autochtone. C'est ça. Oui, parce que c'est ça. Il y a eu beaucoup d'activités à cet endroit-là. C'est ça. Mais c'est sûr, là, juste revenez, ça a pris 2 ans, ça veut dire 2 ans et demi? De 2 ans et 2 mois. 2 ans et 2 mois, juste pour... Déjà, parce que c'est quelque chose de prendre toute cette information-là, puis après ça, de l'enligner, puis de... Puis c'était aussi savoir comment raconter l'histoire. Là, si je partais chronologiquement, je serais parti avec la présence amérindienne. Alors... Moi, je ne suis pas un historien. Je n'ai pas de diplôme en histoire. Je n'ai jamais revendiqué le titre d'historien. Je me considère chercheur en histoire. Et je me considérais comme quelqu'un qui avait une histoire à raconter. Oui, c'est ça. Alors, ce que j'ai fait,
la façon de le raconter, c'est que Beauharnois étant lui-même un personnage, Monsieur Beauharnois, Charles de Beauharnois, marquis de la Boîche. Donc, j'ai commencé avec lui. Et après ça, j'ai parlé de la famille Ellis, de la présence de la famille Ellis. Oui. Et à la fin de ce chapitre 2, où Jane Ellis, à la pointe du buisson, voit des Amérindiens, là, j'ai enchaîné, avec mon chapitre 3 sur l'histoire. Et là, je reprenais chronologiquement. Puis souvent aussi, j'ai parlé de choses qui ne sont pas arrivées nécessairement dans la ville de Beauharnois, mais qui ont eu une répercussion dans la région, comme la révolte des ouvriers irlandais lors du creusage du premier canal dans les années 1840-42. Il y a eu des morts d'hommes, là. Je veux dire, il y a eu une grève, l'armée a tiré, il y a des gens qui sont morts. Mais c'est arrivé à Saint-Timothée, mais ça avait des répercussions dans la région. Ouais, OK. Et même chose pour la prison. À Beauharnois, il y avait une prison qui a été démolie en 1939. Il y a un assassin, le plus célèbre dans la région, qui était Shortis, qui avait tué 2-3 gars. Okay. Et il a été emprisonné à la prison de Beauharnois. Mais, donc, je raconte l'histoire de Shortis, qui est arrivé à Valleyfield, mais conséquemment, comme le district judiciaire était à Beauharnois, ben après, ça a viré de bord, là, c'est rendu à Valleyfield. Oui, c'est une longue histoire. Comment ça s'est déplacé, là, les lieux de pouvoir se sont déplacés de Beauharnois à Valleyfield. Puis après ça a été le diocèse. En 1892, ils ont détaché Beauharnois de la paroisse du diocèse de Montréal, et c'est Valleyfield qui a eu le diocèse, et non pas Beauharnois. Donc, il y a eu ça. Il y a eu aussi la collaboration de Paul Sauvé, de Communidé, qui a amené une infographe qui s'appelle Valérie Duquette. Et ça crée des liens, hein, faire une brique comme ça. Là, c'est clair, parce que c'est tout du travail, ça. Et d'ailleurs, quand on a eu fini, il y a eu Saint-Étienne, et c'est elle aussi, c'est Valérie aussi qui a fait le montage de... C'est beau. C'est Valérie qui a fait le montage aussi de... Saint-Étienne, c'est venu après. Après, en 2015, c'était pour 2017. C'était le 150e aussi. De la création de la municipalité. En fait, ils se détachaient de la municipalité de la paroisse de Saint-Clément. OK. Et ça tue... à Saint-Étienne, c'est sûr qu'ils sont des tâches de l'histoire de Beauharnois, parce que Beauharnois, c'est les patriotes, mais tu sais, ça, est-ce que tu as eu de la facilité à trouver aussi du... C'était plus difficile. Saint-Étienne, c'est plus petit. Là. C'est plus petit d'une part. Je veux pas insulter personne. Non, c'est normal. Il y a moins d'archives. Puis, il y a quelque chose qui est arrivé aussi qui facilitait pas la tâche, c'est que le premier, c'est dommage, mais le premier volume des procès-verbaux de 1867 à 71, il est disparu. Alors, juste trouver qui était le premier maire, c'était quelque chose. J'ai eu dans ce cas-là l'aide d'une personne qui est originaire de Saint-Étienne, qui est Louis Normando. Et lui m'a trouvé des trucs... par exemple, là aussi, il y a une présence patriote. Parce que la paroisse de Saint-Clément, en 1838, la paroisse de la municipalité de Saint-Clément, ça recoupe ce qui est Mellocheville aujourd'hui, Beauharnois, Maple Grove et Saint-Étienne. Okay. Donc, quand on parle des patriotes de Saint-Clément, ça va jusque dans le rang du vin à Saint-Étienne. Mais ce travail-là d'infographie, c'était... on a travaillé un coup. Mais il y a quelque chose aussi... j'ai comme l'impression que le 150e de Beauharnois a comme ravivé quelque chose à Beauharnois. Peut-être que j'imagine que c'était déjà comme commencé, mais on dirait que ça a marqué un point avec la fête citoyenne qui revient, le livre, il y a plein d'activités. Et surtout, c'est en décembre 2012. C'est l'inauguration de la 30, de l'autoroute 30. Ça désenclave Beauharnois. Et ça, puis au printemps 2012, vous vous en souvenez pas, mais moi je me souviens, il a fait très beau. Au mois de mars, les arbres bourgeonnaient. Ouais.
en mars 2012. Ce qui fait que j'ai été béni des dieux pour faire mes photos, parce qu'en tant qu'ancien journaliste, je fais aussi mes photos quand je fais mes livres. Tous mes livres sont illustrés. Et à la fin de chaque chapitre, j'ai imprimé des photos anciennes, la plupart du temps d'Élie Gendron, et je laisse sur le même lieu et je le clique. Okay. Alors, ça a eu beaucoup de succès. J'en ai au-dessus de 20. Donc, c'est pour ça que je me souviens qu'il faisait très beau. Puis les manifestations étudiantes aussi faisaient beau pendant ce temps-là. Ah oui, mais moi, j'étais pas au manif. Moi, j'étais vraiment ici. J'étais sous les piliers de la 30. Hein? Quand ils font ces autoroutes-là, c'est la même chose avec Samuel de Champlain à Montréal, le pont. Ils poussent les travées. Hein? Oui, c'est ça. Alors, il y a les piliers et ils poussent. Et je suis en dessous, là. C'était une forêt de piliers. C'était assez fantastique, les grues. Puis ça me donne des photos avec des grues rouges. Le ciel est bleu. C'était vraiment très, très beau à Pointe-du-Buisson. Là. C'était magnifique. Mais les arbres bourgeonnaient, là, en mars 2012. C'est un des souvenirs que j'ai quand je faisais le livre. Mais moi, je veux savoir, c'est ça, en tant que citoyen de Bourgneuf, est-ce que tu as senti aussi que le 150e a comme... Tout, comme tu disais, tout arrivé en même temps, à 30... Monsieur Hainaut, là, qui faisait bien des choses, là, on parlera peut-être pas d'aujourd'hui, des mésententes à Bourgneuf, mais plus, on sentait, puis moi, je l'ai senti, aussi, parce que moi, quand j'étais jeune, je viens de Sainte-Martine, j'allais aux fêtes citoyennes, début 90, là, fait que c'était comme la fin, là, puis après ça a disparu, puis... Pas que c'est tombé morose, mais tu sais... c'est tombé morose. À la fin, quand je raconte l'histoire de cette partie-là, j'ai un sous-titre, c'est « Même les fleurons s'en vont ». Tu sais, ça fermait... Les usines fermaient à tour de bras. Les gens se retrouvaient... Parce qu'il y avait un dilemme. C'était des usines qui étaient souvent polluantes, mais qui donnaient de l'ouvrage. Tu fermes l'usine... T'as moins de pollution, mais t'as plus d'ouvrage. Et ça, c'était assez dramatique, là. Puis moi, je l'ai connu, ce Beauharnois dont tu parles, parce que quand j'étais rédacteur en chef à l'Information à Châteauguay, mais j'avais comme territoire j'avais Beauharnois, puis j'allais là, puis ça faisait dur. Nous, on a acheté en 2002. Le comptable, qui est originaire de Sainte-Martine, avait dit... Beauharnois. Il n'y a pas d'avenir. Il dit Sainte-Martine, Beauharnois. Mais moi, j'avais vu du potentiel dans cette ville-là, puis le hasard a fait que ça s'est potentialisé. Oui, c'est ça. Tu sais, juste le front de mer, le parc Sauvé, sur la rue Saint-Laurent. Il y a peu de villes dans le monde qui ont un parc. Mais un front de mer comme ça. Tu sais, t'as Rimouski qui est comme ça. Au Québec, t'as la Havane. Puis t'as Beauharnois. Mais aussi, dans le 150e, ce que j'ai découvert, c'est que c'était une gloire passée, Beauharnois. En 1855... Ça fait 95 ans qu'il n'y a pas de contact entre la France et le Québec, le Canada français. Et il y a un navire qui va être dépêché par Napoléon III pour rétablir des liens commerciaux qui s'appelle la Capricieuse. Et la Capricieuse, ça va être vraiment une euphorie. Fréchette va en faire un poème, Suzard Côté va en faire une toile. Et il y a 4 villes où le capitaine de la Capricieuse a été reçu. Il y a eu Québec, Montréal, Kingston et Beauharnois. Et à la deuxième moitié du 19e siècle, avec la présence de la prison et du palais de justice, Beauharnois, c'était une ville d'avocats. Il y a des avocats qui partaient de Montréal qui s'établissaient à Beauharnois. Alors, c'est une histoire qui est riche, qui est variée. Tu as l'histoire des patriotes de 38. On parle tout le temps des patriotes de 37, le long du Richelieu. Mais 38, il est arrivé des choses. Si tous les patriotes avaient fait la job que ceux d'ici ont fait, l'histoire aurait été changée. Ils ont tenu la ville pendant une semaine, là. Quand même. Les autres ont échoué. Il était combien? On estime entre 4 et 500 qui venaient... qui venaient comme... qui venaient de Sainte-Martine, Saint-Étienne, Saint-Timothée. Ceux de Châteauguay sont tombés dans une embuscade des Amérindiens. Ils ont été capturés. Ils étaient 62. 2 d'entre eux, Cardinal et Duquette, vont être les premiers pendus avant Noël. Mais tous ont convergé à Beauharnois parce qu'il y avait le port. Et les patriotes pensaient que l'armée britannique arriverait par bateau. Donc, ils ont à la fois
mis la main sur le manoir seigneurial qui était à l'emplacement, qui était sur le bord, à l'embouchure de la rivière Saint-Louis. Puis après ça, ils ont arraisonné un navire, le Henry Broughton, pensant qu'il y avait des Britanniques, mais ils ont tenu la ville pendant une semaine avec 62 prisonniers qui étaient qui étaient au presbytère en partie, détenus au presbytère. Mais si tous les patriotes de la grande région de Montréal avaient réussi ce que ceux de Beauharnois ont réussi, l'histoire en aurait été changée. Donc, il y a cette partie-là. Ensuite, il y a la ville avocate. Ensuite, il y a la fameuse centrale hydroélectrique. Ça revirait. Quand ça s'est construit, inauguré en 1932 la première phase, le 1, 2, 3, ça aussi, ça change le paysage. Là. Oui. Un projet comme ça, aujourd'hui, là, ce serait non. Hein? Ah non, parce que c'est un peu mieux... c'est creuser un canal dans des terres. Non, ça passerait pas. Non, ça c'est clair. Puis on est collé sur la ville. Collé, c'est le quartier industriel, là, mais je veux dire, c'est quand même proche. Là. C'est ça, mais la présence de la centrale a fait que des industries qui étaient énergivores, des fonderies. Avaient besoin de se mettre à côté. C'est ça, l'Alcan pour l'aluminium, ça prend beaucoup d'électricité. Donc, c'est des visages différents d'une même ville. Et là, avec un nouveau parc industriel, Ikea, là, c'est gros en pépite, là. Ça en fait du meuble à monter, ça, là. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Donc, moi, je découvrais une histoire qui était riche. Fait que donc, puis là-dessus, M. Hainaut puis Paul Sauvé, à un certain moment donné, il y a eu une conversation, semble-t-il, entre Paul et M. Hainaut. Il dit, bien, combien il va y avoir de pages dans son livre? Là, moi, il faut que je commence à le dire à l'imprimeur. Puis M. Hainaut a dit, bon, ben laisse-le aller, là, puis quand il aura fini, il aura fini. Fait que là-dessus, j'ai eu aucune entrave. T'as pas eu à faire de raccourcis? Pas de raccourcis. Il y a eu très peu, tu sais. Le problème dans des livres comme ça, c'est que moi, je suis pas originaire de Beauharnois. Alors, quand les gens me parlent du Beauharnois des années 50, 60, ça dit aucune idée de quoi qu'ils parlent. Alors, plus je me rapproche de l'histoire contemporaine, plus là, je me fais pogner les doigts dans toutes sortes des anciennes querelles. Puis moi, j'ai vu ça. Par exemple, je vous donne un exemple. En 1952, il y a l'incendie du couvent. Bon. Moi, j'ai une version que j'ai eue d'un pompier qui était là, qui après ça, Jean-Claude Narot, qui est devenu directeur des pompiers. Mais je vous jure, après ça, j'ai eu 2-3 versions du même incendie. Il disait, non, c'est pas ça. C'est pas ça qui est arrivé. Fait que plus c'est contemporain, là, plus je me fais coincer dans des... Puis moi, j'ai aucune idée, là, je peux rien répondre là-dessus. Oui, puis c'est qu'en même temps aussi, tu sais, l'histoire, il y a des faits, il y a des papiers, tu trouves des procès-verbaux, mais quand on tombe dans des trucs comme ça, on peut trouver des bribes, mais tu sais, ça reste que des fois aussi, il y a la mémoire, un prisme bizarre, tu sais. J'avais vu un truc sur la mémoire, puis là, je divague un peu, là, mais d'une fille qui était au secondaire pendant le 11 septembre 2001. Puis elle est sûre qu'elle a vu les tours par la fenêtre de sa classe, ce qui est physiquement impossible parce que sa classe était de l'autre bord. C'est ça. Elle n'a pas pu voir les tours, mais elle est sûre. Elle est convaincue. Parce que c'est parce qu'elle a vu l'image après toute la journée. Son cerveau a juste mis les deux ensemble. Fait que des fois, c'est ça. Quand on va sur des témoins... il faut se méfier. Il faut se méfier. Puis c'est pas de la mauvaise... mauvaise intention. C'est parce que c'est ça. Le cerveau a gardé des bribes, a orienté le truc d'une façon. Moi, il y a un monsieur qui m'a dit, j'ai connu un vieux qui m'a dit, là, ça commence à être un peu... J'ai vu des pendaisons dans le parc Sauvé. Alors, de deux choses l'une, ou c'est un lynchage, mais de toute façon, il n'y a pas eu d'exécution en prison de Beauharnois, puis tu fais pas ça dans le parc. Mais ça, c'est comme c'est pas une mémoire sélective, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Jacques Lacorsaire racontait un monsieur qui, lui, jurait ses grands dieux qu'il était dans un hôtel à la Fondation de l'Union nationale, puis il y a des documents qui prouvent qu'il n'est pas là. C'est ça. Mais il jurait ses grands dieux que lui, il était là. C'est ça. Alors, c'est comme ta jeune fille qui avait vu les tours. C'est ça, c'est comme amené. Ça, il faut se méfier. Plus tu te rapproches, puis là, ça l'incendie, j'étais là, j'étais pompier, OK, puis après ça, t'entends. Mais c'est parce que lui aussi, il l'a vécu d'une façon X, parce qu'il était sur le feu, puis là, ou des fois, on me disait, va voir telle personne, il y a bien des affaires à raconter.
Oui, mais je disais, c'est pas un documentaire que je fais, c'est un livre. Oui, c'est ça. Puis souvent, les gens n'ont pas plus de souvenirs que ça. Tu sais. Par exemple, à Saint-Étienne, il y avait un péage. Sur le chemin Saint-Louis, il y avait un péage. Bon, je suis allé voir une dame. Bon, mon père, quand il venait voir ma mère, quand il fréquentait, il passait au péage. C'est combien? Bon, je pense que c'est 5 cents. Bon, peut-être 10 cents. Puis, c'est tout. C'est ça. Alors, tu sais, tu peux pas faire du millage avec ça. Ouais, mais ça te prend des documents. Mais quand arrive le moment, justement, d'écrire sur un événement où tu as différentes versions, c'est quoi le constat que tu fais? Tu y vas un peu plus large pour être sûr de pas écrire des choses qui sont fausses? Mais si je reviens à l'exemple du couvent, c'est un phénomène qui arrive souvent. C'est qu'une fois que le livre... Les autres versions, je les ai eues une fois que le livre était publié. A été publié. Mais c'est un phénomène aussi, ce qui m'a permis d'en faire un deuxième sur Beauharnois, qui est celui-là, si tu veux. Au fil de l'eau. Au fil de l'eau. C'est que quand 150 ans ensemble est sorti, il y a plein de gens, un certain nombre de personnes qui m'ont dit « Hey, j'en ai moi aussi des photos anciennes. » c'est ça. Donc, je pouvais me retrouver à peu près... Le 3/4 des photos qui sont là-dedans ne sont pas dans celle-là. Pourtant, c'est des photos anciennes. Donc, dans le cas des versions différentes, les versions différentes, je les ai souvent entendues une fois que c'était sorti. Tu sais, là, tu es dans un événement. Puis, en chapeau melon. En chapeau melon et bottes de cuir. Quand même. Ça, c'est un phénomène ça, qui arrivait. Ça sort après. Alors, c'est vrai, il y a eu un Capitole. Il y en avait deux. Il y avait Capitole et Iroquois. C'est ça, oui. Mais là, attention, parce que là, ça, c'est les années 60. Moi, j'étais pas là. Moi, j'étais à Rosemont. Oui, c'est ça. On peut parler un peu... Comment ça se fait que je suis... Pourquoi tu as quitté la grande... Tu viens de Rosemont? Oui, c'est ça. Tu grandi là, puis... Ah oui, bien plutôt, jusqu'à l'âge de 20 ans. Donc, c'est ça. Mais je sais pas, il y avait Jean-Guy Moreau qui faisait une imitation du maire Drapeau avant de devenir ami avec lui. Puis, il faisait dire à Drapeau que... Drapeau vient de Rosemont. Et il disait que... Il faisait dire au personnage de Drapeau que le premier homme sur la Terre était de Rosemont. Et c'était un Rosemontois Pitec. Alors, moi, je suis un Rosemontois Pitec. J'ai grandi à Rosemont, Saint-Michel, boulevard Saint-Michel et boulevard Rosemont. Et je suis allé, ce qui s'appelait à l'époque, mon père était peintre en bâtiment à la Ville de Montréal, je ne viens pas de la bourgeoisie. Il y avait, pas loin de chez nous, le Collège des Eudistes, qui s'appelle aujourd'hui le Collège Jean-Eudes. Mais à l'époque, là, c'était pas... De toute façon, avec les notes que j'avais aujourd'hui, je serais pas admis, c'est évident. J'ai tellement aimé ça. C'est un cours de 5 ans que j'avais pris 6 ans pour le faire. Mais si j'ai souffert dans les cours de maths et de sciences, les activités parascolaires m'ont sauvé. Avec un prof qui s'appelait André Lafrance, qui s'occupait du journal étudiant. Et c'est là, finalement, que j'ai trouvé ma voie. Et c'est resté comme ça. Puis, nous, à l'époque, là, je parle du début des années 70, 73, 74, c'était pas réglementé comme ce l'est aujourd'hui. Nous autres, on allait là le samedi matin. C'est ouvert. C'est ouvert. On restait le soir jusqu'à 7h, 8h. Alors qu'aujourd'hui, là, toc, toc, les portes barrent, puis... mais c'est dommage, parce que ça enlève beaucoup de possibilités et de spontanéité. Mais moi, ça a été vraiment la révélation. Puis aussi, aux Eudis, il y a quelque chose qu'ils nous ont inculqué que moi, j'appelle la curiosité. Par exemple, on était obligé d'aller au théâtre, c'était au Jésus. Il y avait des pièces de la nouvelle compagnie théâtrale, là, qui deviendra le théâtre Denise Pelletier. Et moi, je n'étais jamais allé au théâtre de ma vie avant, là. Et je me souviens en rêve, je devais avoir 11 ans, là. C'était Volpone de Jules Romain avec Henri Norbert. Quand j'ai vu ça, là, la gueule de décroche, là tu viens de découvrir un monde insoupçonné. Puis une autre chose aussi dans Rosemont qui m'a beaucoup aidé, s'il n'y avait pas de livre à la maison, c'est la bibliothèque Rosemont, sur le boulevard Rosemont, entre la 8e puis la 9e. Et là, je partais là
au deuxième étage. Puis il n'y avait pas, comme aujourd'hui, des livres pour les enfants comme tels. Je me souviens, il y avait Balzac. Je disais, mon Dieu, il a écrit, là, lui. C'était large. Il y en a des mots. Donc, c'était des livres d'adultes. Fait que lire L'île au trésor, les Dickens. J'avais essayé Balzac, j'avais pris Autre étude de femme. Je me disais, il a fait une étude de femme, il en a fait une autre. Ça doit être assez sérieux. Et j'ai perdu mon personnage au moment où la dame descendait l'escalier. Là, je n'étais plus capable. Mais après ça, je me suis repris parce que j'ai bien aimé Balzac. Mais ces deux choses-là, sur le boulevard de Rosemont, finalement, les Eudis et la bibliothèque de Rosemont, ça m'a vraiment aidé. C'est un autre monde, là. C'est un autre les monde. mots, l'écriture, il y a quelque chose le journalisme. De raconter l'histoire des gens, en fait. C'est un peu le journalisme, c'est de raconter. Quand on avait l'admission aux Eudis, je me souviens, il y avait une phrase ou deux, puis on commençait une histoire. Puis je me souviens un peu, j'ai fait une espèce de Jules Verne de moi. Là. Je me souviens, j'avais une pieuvre. En tout cas, j'avais sorti la grosse machine et j'ai toujours pensé que c'était ça qui m'avait admis, d'une part. Puis moi, j'habitais le vieux Rosemont. Ouais. Mais il y avait très peu de gars qui venaient parce que c'était pas on avait les filles à peu de droit, là. On rentre pas aux Eudis comme ça, là. Ça commençait juste dans mon temps, ça commençait seulement en secondaire 4. Donc, on avait très peu de gars qui venaient du vieux Rosemont. Et je me suis toujours dit que les pères Eudis, étant dans le quartier en bordure là, du vieux Rosemont, donnaient comme une chance. On n'était vraiment pas beaucoup. Je pourrais les nommer, le nombre de gars. On était peut-être 5 sur 210, là. On n'était vraiment pas beaucoup du vieux Rosemont. Puis, je me suis toujours dit que les pères devaient se dire, on va donner une chance aux garçons parce que la plupart des gars, moi, après ça, mes amis, ça devenait des gars qui habitaient à Ville d'Anjou, Saint-Léonard, Nouveau-Rosemont. Donc, mais c'était tout un monde, là aussi, que j'ai découvert. Puis c'est pour ça, je veux dire, on peut rentrer dans un débat. Les gens qui disent, abolissez les subventions aux écoles privées. Moi, à mon époque, c'était à peu près 75 % qui étaient payés par l'État. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont rendus à 60 %. Ouais. Mais il y a du monde qui envoie leurs enfants au privé, qui se privent, qui n'iront pas à tous les ans dans le Sud, qui n'auront pas un nouveau VUS aux 2 ans, parce qu'ils estiment que... Parce que ça coûte cher, là, c'est 3-4 000 au moins là, par année. Moi, dans mon temps, c'était 300. Là. Mais si on coupe à zéro les subventions, là, ça va être élitiste. Là, il y a seulement ceux qui auront bien du cash qui pourront envoyer leurs enfants au privé. Ben, c'est ça. Là, on tombe dans un gros débat parce qu'il y a aussi c'est parce que de l'autre bord, le public est tellement sous-financé. Fait que là, tu te dis. Puis, et maintenant, aux prises avec tellement d'élèves à difficulté, des handicaps, tout ça. Que là, le poids est gros. Fait que je comprends d'où vient l'idée, mais ouais, c'est un débat qui... Parce qu'il y a des conventums aux Eudis, puis il y a un de mes anciens camarades, là. Lui, non seulement il a travaillé pour le collège, mais il a envoyé ses enfants. Mais la dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit, ils n'ont pas le plaisir que nous, on a eu. C'est-à-dire que maintenant, c'est la grosse performance. Oui, la grosse pression. Ils sont poussés. Nous autres, tu sais, c'était dans les années 70, là. Puis, tu sais, le truc, là, c'était de se mettre il fallait avoir un veston, une cravate, une chemise, puis là, comme pantalon, tu sais, tu prenais un jeans qui était mauve, mettons, parce que les couleurs étaient vives dans ce temps-là. Puis là, ça passait que c'était un pantalon qui était propre. Mettre sa cravate dans sa poche, la remettre quand le directeur passe. Enfin, mais c'est sûr que c'est un monde qui n'existe plus, là, mais moi, en tout cas, ça a changé ma vie. Ça a vraiment changé ma vie d'aller là. Oui, mais après ça, niveau carrière, ça a été le journalisme en premier, c'est ça qui était votre voie? Moi, j'ai toujours eu... je me suis mal orienté sur le plan de la formation. C'est que
maintenant, je le vois. Là, je suis rendu à 63 ans quand même. C'est toujours... Hein? Maintenant, on comprend. Mais là, il est trop tard. C'est toujours l'histoire, dans le fond, qui m'a intéressé. Mais j'ai beaucoup bifurqué vers la littérature. OK. J'ai fait mes lettres. Ben, c'est sûr que je ne pouvais pas être admis au cégep avec les maths que j'avais eues. Autant j'étais fort en français, autant j'étais faible en maths. Mais c'est ça. Puis après ça, à l'Université de Montréal, j'étais allé en études françaises au lieu de m'en aller en histoire. Ce qui fait que là, tu rames quand... Puis je ne suis pas allé en communication, puis je voulais faire du journalisme. Alors, j'avais toujours... C'est pour ça qu'en 1992... là, j'avais déménagé à Saint-Chrysostome, au sud-ouest de Montréal. Il n'y a pas un journal qui voulait m'engager parce que j'avais pas le diplôme. Mais moi, je savais que j'étais capable d'en faire. Fait que je l'ai fait. J'ai fait un journal à moi tout seul pendant 2 ans et demi. Il y a juste l'infographie que je faisais pas. Je faisais tout, l'administration. Je faisais les poches pour la distribution. Je faisais les articles. Je vendais la publicité. Je prenais mes photos. Je faisais tout pendant 2 ans et demi. C'est début 90. Début 90? Oui, 1992. Juin 92 à janvier 95. Puis après ça, ben là, je suis allé travailler pour la compagnie que je compétitionnais. C'est ça. Mais c'était pas l'idée de base de vouloir rentrer. C'était les hebdos montérégiens à l'époque. C'était pas l'idée de base. Moi, l'idée de base, c'était que je voulais faire un journal. Je voulais prouver que j'étais capable de faire un journal. Puis, mais souvent aussi, dans ma vie, ça a été des défis personnels plus que des défis professionnels. Okay. Je me disais, ça me semble, je serais capable de faire ça. Okay. Comme un journal. Oui, un journal. Même chose pour un livre, tu sais. Ouais. C'est pas là que... Puis, tu sais, je suis pas riche, là, je veux dire. C'est pas là qu'on se met riche, mais c'était tout le temps... Par exemple, quand j'ai rencontré Yvon Trudel, on a fait la série Destin. Juste peut-être t'expliquer, je vais en parler justement d'Yvon Trudel pour ceux qui ne le connaissent pas. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer chez eux une fois. C'est un réalisateur, en fait. C'est ça, il a fait beaucoup de séries. C'était le réalisateur c'est ce qui est le plus connu. C'est un réalisateur de Radio-Canada qui a fait Le Temps d'une paix. Entre autres. C'était son gros projet. C'était son bébé, ça. C'était immense, mais il en a fait beaucoup de choses. Là. Puis il a fait Rue des Pignons. Puis il habitait à Mélogeville. J'ai eu la chance de rencontrer ce monsieur-là, tellement intéressant. Puis quand j'étais dans les journaux, là, le hasard a fait que j'ai rencontré Yvon. Puis je me disais, il me semble que je serais capable de faire des scénarios. Fait que c'était encore un défi personnel plus qu'un défi professionnel. Ouais. Alors, j'ai souvent marché comme ça. S'il avait fallu que j'attende de faire de l'argent pour faire de quoi, j'aurais pas fait grand-chose. Ça a été... là, c'est vidéo, ça, là. Alors, ça, Destin, ça part de... À l'époque, j'étais rédacteur en chef à l'Information de Châteauguay. Du côté d'Huntingdon, il y avait à la source le rédacteur en chef qui était Hugues Théoret, dont la sœur Mireille travaille avec le député Claude de Bellefeuille. Okay. Moi, je rencontre Hugues Théoret, puis il me parle d'un personnage historique, on revient en histoire, un médecin montréalais, nazi, qui a fait construire une villa avec des croix gammées puis qui fait des avortements illégaux là-dedans. Ça, c'est un personnage. Wow. Ouais. C'est le docteur Paul-Émile Lalanne, qui a existé, là. C'est la maison est du côté de Saint-Anicette. OK. Et il me dit, j'ai contacté le réalisateur Yvon Trudel pour voir si... puis là, il disait, lui, il voit un documentaire. Non, il voit une dramatique. Hugues Théoret voulait faire un documentaire. Donc, quand il me dit que Yvon Trudel veut faire une dramatique, là, je me dis, ça, je serais capable de faire ça, moi. Alors, je lui demande, puis on se rencontre. Une première rencontre. On s'est rencontrés exactement, c'est pas un poisson d'avril, le 1er avril 1998, chez lui, dans son sous-sol. Puis moi, j'avais écrit une scène d'ouverture pour ça. Et le langage corporel... Moi, j'étais assis, c'est une causeuse. J'étais assis là, Hugues Théoret est assis à côté de moi, puis Yvon Trudel est assis dans une berceuse un petit peu plus loin. Puis là, je commence à lire mon affaire. Il se lève, puis il vient s'asseoir à côté de nous autres. Intéressant. Là, je me dis, OK, il a accroché. Et là, ça a été une longue... Là, on a commencé, on a fait un scénario. Alors, le mercredi,
Nous autres, on sortait nos journaux le mercredi. Le mercredi, on était en congé. Alors, le mercredi, on s'en allait chez Yvon, dans Balançoire, dans le gazebo. Et on a fait notre scénario. Fait que là, on faisait le scène à scène. Puis moi, pendant la semaine, là, je faisais des dialogues, puis je ramenais ça. Puis là, on recorrigeait ça. Puis on a avancé comme ça. Pendant ce temps-là, bien là, c'était de servir des contacts d'Yvon dans le milieu, parce que c'est un milieu très, très fermé, très compétitif. La télé est très fermée. Et moi, pour lui mettre un peu de pression, je l'ai rencontré en avril. En juin, avec la bénédiction de ma conjointe, Carole Gagné, merci Carole, j'ai démissionné des journaux. OK. Et là, je mettais tous mes œufs là-dedans. OK. Wow. Quand même, même. hein? Ben oui, Hein? il faut le faire. Avec là, pour Vivon, ça y a fait de la pression. Alors, ça a marché. Là, Hélène Boulet, qui avait été une assistante réalisatrice pour lui, était rendue chez Vendôme Productions. OK. Et là, on est chez André Dubois, le grand des cyniques, qui est producteur et qui s'intéresse à l'histoire. Moi, je ne savais pas ça. Je connaissais bien les cyniques, mais je ne savais pas qu'André Dubois s'intéressait à l'histoire. OK. Et là, à partir de là, on ferme un quatuor. Et puis là, c'est de développer ça, puis l'île du diable, puis de trouver un diffuseur. Puis, en tout cas, c'était une série. Fait qu'on a fait 13 épisodes, 13 heures, 13 personnages différents. Puis quand on a rencontré, la première fois on a rencontré André Dubois, Hugues Théoret travaillait à Ottawa, il n'était pas là. Et André m'a dit, ben si vous me trouvez 12 autres sujets, et il m'avait dit, Historia, à l'époque, on appelait ça des docudrames, recherche désespérément des sujets pour des docudrames. Fait que j'ai appelé Hugues Théoret, je dit, ah ouais. Fait que moi, j'avais Jules Fournier que je voulais placer, que je connaissais depuis un bout de temps, qui était un journaliste qui était emprisonné, en tout cas. L'affaire Guibard, de 1869 à 1876. Un monsieur qui est mort, mais Bourget ne veut pas l'enterrer en terre consacrée, parce qu'il est mort sur le coup d'une excommunication. Ça finira à Londres, au conseil privé, défendu par un avocat originaire de Beauharnois, Joseph Doutre. Hein? Vous voyez l'idée? Fait qu'on a fait 13 comme ça. Puis, par après, André Dubois m'avait dit, je t'ai dit, il dit, en trouveront jamais 12 autres. Comme disait Trudeau, just watch me. Trudeau père, évidemment. Pas fiston. Alors, c'est ça. Ça fait que ça a été long à financer, tout ça. Mais ça a été diffusé, donc, par exemple, dans les autres personnages qu'on a fait, on a fait Irma Levasseur, la première femme médecin canadienne-française. Pauline Gill, l'auteur, l'a fait connaître, mais nous, on l'a fait avant. C'était Maude Guérin, d'ailleurs, qui interprétait. Et là, avec les contacts, à la fois d'André Dubois, mais beaucoup de Yvon Trudel, il allait chercher des comédiens à qui, souvent, il avait donné une première chance. Ouais, c'est ça. Et qui étaient prêtes. Jean l'Italien pour un. Michel Barrette, là? Barrette, c'est parce qu'il travaillait. Okay. Barrette, c'est parce qu'il travaillait avec Dubois, avec André Dubois. Avec Kilomètre-heure aussi, entre autres. Oui, c'était l'époque de Kilomètre-heure. Ouais. Puis Jean-René Ouellette. Il y a plein de gens, de comédiens qui l'ont fait. Pour Yvon, en reconnaissance. Parce que ça reste que faire un truc historique, ça demande beaucoup de moyens, la reconstitution. On n'en avait pas de moyens. Avoir des accessoires, des costumes, tout est décuplé. C'était en studio majoritairement, j'imagine? Non, on allait... Il y avait deux façons. Il filmait dehors aussi. Trudel a toujours trouvé une façon de... Oui, mais il tournait l'hiver. Il tournait dans le bas Saint-Laurent, ça, je pense. Le temps d'une paix, il filmait ça où? C'était loin pour les extérieurs. C'était dans Charlevoix. C'était... je ne sais pas dans quel... Ça fait longtemps que mais nous autres, il y avait c'était un docudrame, mais il y avait aussi toute la partie documentaire. C'est-à-dire qu'on allait chercher la crème. On a eu Marcel Trudel, Jacques Lacourcière, des différents sujets, Denis Vaugeois. Fait il y avait une partie documentaires, on les faisait en studio. Okay. Et les dramatiques, alors on a tourné à la Maison Le Pailleur, dans la région, on a tourné à la Maison Le Pailleur, on a tourné à l'Hôtel Grant. OK, ouais. Pour justement l'histoire des ouvriers.
Donc, sur les mêmes lieux. On a tourné à Cap-Saint-Jacques, Chambly, mais on se trouvait des maisons anciennes, puis avec un cadrage assez serré. C'est pas à vous autres que j'apprendrai ça. Non, c'est ça, mais il y a tant moyen de... C'est ça. Fait que on a fait comme ça 13. Ça a été diffusé donc 8 à l'automne 2004 et 8, 5. Je vous ai dit, j'étais bon en maths. Ouais, 5. Il en reste 5. C'est 5, c'est bon, là. Je suis bon, là. J'ai jamais compté. Alors, 5 à l'automne 2005. Okay. Bon. Puis après ça, j'avais rencontré un réalisateur qui s'appelait, il est décédé malheureusement, Jean-François Bouchard. Et avec lui, je développais des documentaires. Mais j'avais développé un documentaire, on avait développé un documentaire qui s'appelait Les vrais artisans de la Révolution tranquille. Alors, l'idée, c'est de dire que la Révolution tranquille, ce n'est pas dans les années 60 avec l'équipe du Tonnerre, de Lesage et de Lévesque. Ça s'est fait avant dans les années 40. Oui. Et trouver sur le plan politique, trouver sur le plan artistique des jalons qui permettent... qui ont planté un peu l'idée. Là, j'avais, par exemple, dans Destin, on avait interviewé, je vais aller chercher celui dans le... C'est toujours le dernier. C'est immanquable. Alors, c'est Adélard Godbout. C'était un premier ministre du Québec qui est méconnu. Mais il n'a pas été là longtemps. Il n'était pas là par intérim? Non. Il a remplacé Tachereau en 1936. Il y a eu l'élection. Ils ont été battus. Duplessis a pris le pouvoir une première fois. Mais à l'automne 1939, Godbout est rentré. Et ça a été un mandat de réforme dont la création d'Hydro-Québec. Oui. Alors que beaucoup de gens pensent que c'est René Lévesque. C'est pas vrai. C'est Adélard Godbout qui a créé. Et le premier actif de ce qui est Hydro-Québec, c'est la centrale de Beauharnois, qui appartenait à la Montreal Light, Heat and Power. Alors, donc, de faire... de lancer cette idée-là, le père Lacroix, qui avait travaillé sur Destin, qu'on avait interviewé, Benoît Lacroix, l'historien, m'avait fait une tournure de phrase. Il était d'accord avec notre hypothèse, parce que en pensant à la mort de Duplessis, il disait « La mort d'un seul homme ne peut pas tout expliquer ». C'est pas parce que Duplessis est mort que là, après ça, tout le monde... Party, c'est ça. Alors, ça a été commencé comme ça. Mais il y a bien des gens connus qui étaient absolument réfractaires à cette idée-là, dont un qui est M. Michaud. C'est quoi son prénom? Yves Michaud, qui était un ancien député libéral, qui est devenu indépendant, qu'on appelle le Robin des banques. Ah, OK, ouais, ça c'est quelque chose. Ça me... Oh là là! Quand j'y ai parlé au téléphone pour l'interview pour ça... il était fort. Il m'a fini ça. C'est-à-dire, il m'a dit... Je suis un vrai artisan de la Révolution tranquille. Puis il dit, si vous changez votre scénario, vous me rappellerez. OK? Donc, ça me prenait quelqu'un pour aller au BAT. Alors, j'ai pensé à Mme Denise Bombardier. OK. Ouais. On a fait un document, Jean-François Bouchard et moi, on a fait un document, puis on a envoyé en courrier recommandé. Puis elle m'a rappelé. Et j'ai fait avec elle... Ça, c'était supposé être à Télé-Québec. On a eu le financement pour la recherche. J'ai été payé. Et à Télé-Québec, la direction a changé. Fait qu'on est passé à la trappe. Ça s'est jamais vu. Mais entre-temps, son fils, le réalisateur Guillaume Sylvestre, travaillait sur quelque chose qui était sur l'histoire de l'hydroélectricité. Donc, à m'embarquer sur ce projet-là, ça m'a permis d'aller à Baie James, à Manic 5, être payé pour faire ça. C'était quelque chose. Et là, comme le projet de Vrais artisans de la Révolution tranquille tombait à l'eau, moi, j'avais contacté la maison d'édition Lidec en disant, dans Collection Célébrité, avez-vous quelque chose sur Godbout? Ils m'ont dit non. Puis là, il m'avait dit, si vous voulez le faire, bon. Fait que là, j'avais dit à Mme Bombardier, là, je vais parler de la série, qui est une série télé, est-ce que je peux y aller? Toute la recherche était faite, j'avais toutes mes affaires. Alors, elle m'a dit, allez-y. Fait que ça a été le premier des 8 livres que j'ai fait en 10 ans. Okay. Et ça, c'est à l'été 2007,
avec Carole, on est allé sur les traces de Godbout, c'est le bas du fleuve, donc Rimouski, Saint-Éloi. J'ai pris mes photos en bon journaliste. Et donc, j'ai publié ce premier livre-là, donc qui est sorti en décembre 2007, c'est ça, décembre 2007. Donc, puis là, de fil en aiguille, j'ai fait celui-là. Ensuite, j'ai fait celui sur les Patriotes en 2008, à partir des panneaux. Les panneaux, je les ai faits bénévolement. L'infographie a été faite par mon neveu Gilbert Ducharme. Les panneaux... les 5 panneaux qui sont encore dans le parc sauvés. On l'a fait gratis. Donc, à partir de cette documentation-là du parc, qui se trouve sur les panneaux dans le parc, ben j'ai fait ce livre-là. Il est édité aux éditions du Septentrion. Dans Destin, j'avais croisé Jacques Lacourcière. Donc, M. Lacourcière m'a aidé, mais je l'ai écrit en 2008, mais il est sorti seulement en 2011. Entre-temps, j'ai fait la biographie de Stanislas Doré. Mais ça, on pourrait peut-être en parler plus longuement, parce que c'est un personnage de Beauharnois. Je ne sais pas si on peut dire personnage, mais c'est quelqu'un qui est rendu à 88 ans. Ouais, à cet âge-là, c'est un personnage. Là. Écoute, c'est ça, un militant souverainiste. De la première heure. De la première heure. Là. Lui, il était là, puis tu sais, c'est une préface de Bernard Landry, quand même. Oui. Pas rien, là. Bernard Landry, je l'avais interviewé pour le documentaire sur l'hydroélectricité. OK, ouais. Et je l'ai recontacté en demandant s'il pouvait... Parce que moi, je me disais, bon, Stanislas, il est connu à Beauharnois, mais il n'est pas connu à l'extérieur de Beauharnois. Il est connu dans le PQ. Tu sais, il est connu dans le Parti québécois. Dans le Parti québécois, il était un... C'est un militant de la première heure. Très connu de tout le monde. Là. Mais là, moi, Puis la caractéristique aussi, c'est que Stanislas, il prenait tout le temps des photos. Ben oui, il y en a avec plein de monde. Hein? Il y en a avec plein de monde. Gilles Vigneault aussi. C'est ça. Sauf que son idole, c'était René Lévesque. Mm-hmm. Et à chaque fois qu'il était en présence de René Lévesque, il a oublié de prendre des photos. Il n'y a pas de photos. C'est pour ça que ma page couverture... On l'a mis en vignette, là. On l'a mis, c'est dans sa tête. Ouais, c'est ça. Alors, le grand mystère, c'est... Bon, il n'y a jamais plus de photos de René Lévesque. C'est parce que quand il voyait René Lévesque, il était trop excité, il parlait. Par exemple, il raconte... Quand Lévesque était venu une fois, quand il entrait dans la ville, il y avait un comité, tu sais, de péquistes, de militants, tout ça. Puis pour la campagne électorale de 1976, je le raconte dans le livre, Lévesque arrive et l'auto, les pneus sont fesses, là, c'est vraiment dangereux, là. Alors, ils vont le déposer à l'endroit où il doit parler aux militants. Pendant ce temps-là, ils prennent le char à Lévesque, l'envoient au garage, changent, puis ils mettent des pneus neufs, puis ils retournent son auto. Wow. Fait que c'est le genre de trucs comme ça. Fait que moi, pour donner de la crédibilité au livre, je me disais, si on a un ancien premier ministre du Québec, ça va. Puis M. Landry l'a lu, puis il avait aimé ça. Il m'avait dit, moi, j'avais utilisé ça un petit sourire. Tu sais, quand tu prends une photo, tu dis aux gens un petit sourire. Okay. Alors, il m'avait dit, il a écrit, ça tire une petite larme. Fait que, il avait aimé ça. On a fait le lancement en mai 2009 pour la Fête des Patriotes. Puis là, je l'avais recontacté, puis j'avais dit, viendriez-vous au lancement, tout ça? Puis finalement, c'est ça. Il y a des photos à la... J'ai mis j'ai mis les photos quand il est venu au lancement. C'était vraiment... Ça, je pourrais les numériser puis vous les envoyer pour que les gens les voient, les voient mieux. Puis il était vraiment gentil avec Chantal Renaud, sa conjointe. Il était vraiment, vraiment généreux. Ça m'a fait un petit quelque chose. L'autre fois, quand il est décédé, là... Oui, c'est clair, là. Ouais. C'était un monsieur. Un autre, moi, je suis souverainiste, là, si vous ne l'avez pas deviné. Et dans le documentaire de Mme Bombardier pour les vrais artisans de la Révolution tranquille, donc M. Michaud qui me revire ça, j'ai appelé Jacques Parizeau. Alors, Mme Bombardier, elle me donnait des défis comme ça. Appelez Jacques Parizeau. Ça va, OK, ça va. Il faut savoir que les anciens premiers ministres du Québec ont un service de téléphone, de messagerie téléphonique. Ah oui. Alors, c'est... 514-873, puis il faut trouver 4 autres. OK. Alors, j'avais trouvé le numéro de M. Parizeau. Il m'a rappelé dans les 24 heures. Et là, j'y donne l'hypothèse, tout ça. Puis vous vous souvenez du rire de M. Parizeau? C'était assez... Oh, si ça vous amuse! Mais gentleman, impeccable...
mais il n'a pas voulu participer. Puis OK. il m'avait dit il n'y avait rien de plus triste au Québec que les années 50. Ah ouais. Mais il ne m'a pas reviré comme Michaud. Ouais, mais M. Parizeau, il avait été vraiment, vraiment élégant. Mais c'est ça, il avait trouvé ça drôle. Là. Il l'avait trouvé drôle. Fait que là, voyant que je ne l'aurais pas pour l'émission, j'ai fait ça solennel. Puis j'ai dit, en tout cas, moi, M. Parizeau, moi, Marcel Labelle, c'est avec vous que j'aurais voulu faire le pays. Il m'a dit, merci, monsieur, c'est gentil. Ah. Fait que j'ai pu. C'est Dire, encore un ouais. défi Ouais. personnel. Ouais, c'est Ouais, ça. Pas vraiment, professionnel. Tu sais, je suis content d'y avoir dit ça. Je suis très content. Ben oui. C'est ça, mais Parizeau, c'était tout un monsieur. monsieur ouais. très important. Ouais. Fait que, mais ouais, c'est ça. Fait que Doré, c'est ça, c'est. Donc, à partir des photos de sa collection, OK, c'est ça. puis on faisait donc... Un peu l'histoire, à la fois l'histoire. En fait, la façon dont je l'avais construit, il venait à la maison, j'appelais ça le confessionnal. Et on faisait pas ça de façon chronologique. Ouais. J'y disais pas. Alors, j'ai commencé, mettons, 1981. C'est la réélection de René Lévesque. C'est la nuit des longs couteaux. C'est l'année après l'échec référendaire. Et là, j'ai posé des questions là-dessus. Là, je faisais des notes. Puis quand il revenait la fois suivante, le hamster avait travaillé. Là, il me disait, j'ai pensé à quelque chose pour... Puis là, je complétais mon 1981. Là, je disais, hey, 1966, qu'est-ce qui est arrivé avec le aérien? Là, je le lançais là-dessus. Il revenait, là, il disait, je me suis souvenu. Là, je lui envoyais un autre sujet. Alors, c'est comme ça que je l'avais bâti. Puis, mon livre est bâti, le petit livre est bâti aussi que, quelle est la situation générale au Québec, politique, Canada, Québec? Qu'est-ce qui se passe dans Beauharnois? Et qu'en pense mon héros? OK. C'est comme ça que j'ai construit le livre. Fait que celui-là, c'est 2009 qu'on a fait le lancement. Après ça, il y a ce que j'appelle le Petit Patriote. C'est un livre, je pense que c'est mon plus gros vendeur. Il doit arriver à 700 copies. La première édition, à 5 mois et demi, de juin 2011 à la fin de l'année, il y en avait vendu 552. OK. Ce qui est beaucoup, là. Parce que moi, d'habitude, là, un livre, là, je vais en vendre 200. Là, c'est bien beau. Ouais, c'est format de poche, mais il y a du stock pareil là-dedans. Oui. Puis moi, c'est ça. Mes livres sont toujours illustrés. Il y a beaucoup de photos que je prends moi-même. Mais là, j'aimerais qu'on avance un peu dans les sujets. Oui. Le temps avance, mais Oui, il nous reste encore une bonne heure. Mais parce que ça, tu as mentionné tantôt l'achat de la maison en 2002. Oui. Qui va peut-être nous relancer sur autre chose, mais ça, juste expliquer pourquoi c'est important. Tout me ramenait à Beauharnois. Là. C'est ça. Alors, quand je rencontre Yvon Trudel en 98, il aurait pu rester à Pointe-aux-Trembles. Je dis, Yvon Trudel, c'est un gars de Montréal, mais il était à Ménageville. En 95, je rencontre Carole Gagné. On travaille ensemble aux hebdos montérégiens, puis c'est elle qui faisait les communiqués. C'est qu'après ça, j'allais les porter, tout ça. Elle venait de Maple Grove. Alors, tout me ramenait tout le temps à Beauharnois. Puis la maison qu'on avait, le duplex qu'on avait à Montréal, sur le plateau, c'était petit. Moi, j'ai un peu de livres. J'en écris, puis j'en ai. Ouais, c'est ça. Il doit en avoir 4-5 000. Ça prend de la place. Donc, ça prenait une plus grande maison. Donc, on avait, en dépit de l'opinion du comptable, on a acheté à Beauharnois en 2002. Donc, puis moi, une des raisons aussi pourquoi c'était Beauharnois plutôt que, mettons, Châteauguay, c'est qu'à Beauharnois, le centre-ville, la rue Saint-Laurent, la rue Élis, il y a des trottoirs. Ouais. C'est une ville. Oui. Alors que souvent, comme à Châteauguay, il y a des trottoirs sur le boulevard d'Anjou, mais c'est plus dangereux, mettons. Ouais. C'est pas pour la... C'est pas pareil. Puis Beauharnois, tu sais, le noyau. Le noyau, quand même c'est beau, ça. là. Ça se fait bien Puis à t'es pied sur le bord aussi, de là. l'eau, Sur le là. bord de l'eau, c'est ça. Quand t'es là, l'épicerie monte en haut à 30, là, mais là, il y a les navettes, puis tout. Mais il y aurait moyen de le centre-ville. Quand j'habitais à Saint-Chrysostome, je passais souvent à Saint-Rémy. Ouais. À Saint-Rémy, au début des années 90, ça ressemblait à ça, Mais ils ont fait, ils ont fait, c'est évident, un programme d'affichage des commerces qui donne un look
complètement différent à cette ville-là qu'auparavant, dans les années 90. Ouais, il y aurait peut-être changé, ça comme solution, parce qu'effectivement, là, il y a des bâtisses vides sur Ellis, il y en a sur Saint-Laurent, mais une espèce de cohésion visuelle qui donnerait un autre... puis là, ça peut-être amènerait d'autres commerces à s'établir. Mais depuis, tu sais, là, on sent les dernières années, le bistrot Fernand, il y a un autre bistrot Saint-Laurent, là, il y a la microbrasserie. Il y a quand même, on dirait, les jeunes là, commencent à essayer de faire quelque chose, de s'instaurer. Puis la place du marché, je pense qu'elle est sous-exploitée, là, selon moi, là, dans le sens que c'est tellement un bel endroit qui est comme central, tu sais. Ouais, mais les habitudes aussi de consommation changent. Tu sais, par exemple, il y avait le marché sous le truc, là, sous le toit. Ouais, c'est ça. Mais c'était... Par après, moi, je me disais, c'était pas des choses, des aliments de proximité. Mm-hmm. Tu sais, c'était du foie gras de canard. Tu sais, des choses qui sont quand même plus chères que tu n'achètes pas toutes les semaines. Je comprends. Ouais. Alors qu'un pain, puis du lait, des carottes, bon. Mais je pense que c'est pour ça que ça n'a pas marché. C'est que les gens arrivaient avec des produits pointus que tu vas acheter seulement dans le temps des fêtes, pour des anniversaires, des occasions spéciales. Mm-hmm. Parce qu'il n'y avait pas ce commerce de proximité, tu sais. Je pense que c'est pour ça. Oui, c'est ça. Puis l'autre problème aussi, c'est la sauvegarde du patrimoine bâti. C'est pas ancien, ça. Là. C'est pas juste à Beauharnois, ce problème-là. On l'a vu avec Chambly, ça, exact. C'est une tristesse. Puis juste ce matin, avant que tu arrives, j'ouvre Le Devoir. Il y avait le moulin de l'Île Verte. Mm-hmm. Là, on est le 22 janvier aujourd'hui, mais je pense que ça fait un petit peu qu'il en parle. Mais en tout cas, il y avait un article daté de ce matin sur quoi que c'est un moulin construit je l'ai noté ici, en 1823, qui a arrêté en 1940. Puis, tu sais, depuis ce temps-là, il n'y a rien qui a été fait. Il est protégé depuis 1962, quand il y a eu la loi sur le patrimoine. Puis je sais que ça, il y a la famille de l'époque. En fait, là, c'est la fille du monsieur qui était propriétaire fin 60. Ça a l'air que le monsieur, fin 60, il demandait, parce qu'il y avait un mur qui avait tombé en 55. Mm-hmm. Il a demandé au gouvernement, mais là, il est protégé, le patrimoine. Il n'y a toujours pas de plan encore aujourd'hui. Puis il est protégé. Puis il est protégé, puis là, la moitié est tombée à terre. Ils ont essayé de mettre du bois, ça a tombé. Il n'y a même pas de rien pour le retenir. C'est d'une tristesse, puis c'est protégé depuis 1962, en fait. C'est patrimoine. On peut mettre en guillemets le mot protégé là-dedans. Là. C'est ça. Mais c'est ça, des fois, je me demande, c'est ça, c'est facile de se dire, c'est le patrimoine, c'est protégé, mais là, on fait juste le dire, c'est quoi après. C'est ça. Mais c'est quoi l'importance aussi de... Mais moi, c'est dur à dire, c'est plate à dire, mais moi, je pense que la majorité des Québécois francophones s'en foutent. Ne s'intéresse pas. Ne s'intéresse pas à l'histoire, ne s'intéresse pas au patrimoine. Le sac sur la terre, c'est des vieilles affaires. Il y en a un grand nombre. Pour avoir fait la Fondation FX Prière, là, on faisait venir des conférenciers, dont Jacques Lacourcière, tout ça. Quand j'avais 100 personnes, là, c'était beau. Ouais. J'ai fait des conférences pendant 8 ans en bibliothèque pour la ville. J'en ferai encore, je suis disponible. Mais au début, là, j'avais une douzaine de personnes. À la fin, j'avais réussi à monter ça à 25-30. J'étais content. Ben oui. Dans les activités muséales, quand tu as 25-30 personnes, tu es content. Ouais. J'ai 30 personnes, puis j'ai une population de 13 000. Ouais. 13 000, puis 30. Je suis pas bon en maths, là, mais je sais que en pourcentage, c'est très, très faible. Et c'est sûr. Dans le patrimoine bâti, tu sais, tu as le même problème sur la rue Saint-Laurent. Il y a eu toutes des bâtisses qui avaient tenu le coup, mais tu mets de la brique rose, c'est du clapboard, ça allait du haut. Alors, puis là, en ce moment, tu parlais de moulin. Je vais mettre de l'eau à ton moulin. Ici aussi, on a un moulin à farine qui est dans le livre des Patriotes, qui était sur les terrains de ce qu'était la Domtar, Spexel puis Howard Smith, qui sont les noms consécutifs. Et ce moulin à farine-là, il date de 1837. Et en novembre 1838, il sert de prison. Il y a tellement de monde d'arrêtés par les Anglais que le moulin à farine sert de prison. Et là, il est en train de se faire... Lui, il n'est pas protégé.
Ouais. Il est sur une propriété privée. Il y a eu à un certain moment donné tu sais, quand ils jouent au paintball, ils jouent à la guerre. Ouais. Là. Ouais. Bon, ils s'en sont servis pour ça. Ouais, et c'est là, ça. les fenêtres, les portes sont Tout est vert, ouvertes. tout est- Là, c'est vitesse grand V. Puis il y a la cheminée, l'ancienne cheminée, là, Ouais. Bon, ça tombe dessus. Ça va être foutu. Mais en général, les gens, ils ne dérangent pas. Non. Ouais, Ça c'est ne les ça. empêche pas de dormir. Non, mais c'est ça. Puis. Parce que là, c'est ça, tu sais, le monde, là, je sais pas si c'est un cynisme ou je sais pas. On tu sais, est en Amérique du Nord aussi. Hein. Il ne Ouais. faut pas oublier ça. Je veux dire, nous, on n'a pas... Notre histoire est pas- c'est le nouveau monde, là. C'est ça. Puis, moi, j'ai une histoire, ça se place bien dans une conversation. En 1976, j'avais fait mon premier voyage en Europe. J'étais allé à Londres. J'étais un grand fan des Beatles. Ouais. Alors, je me suis retrouvé sur Abbey Road. Puis, à l'époque, c'était pas le cirque comme aujourd'hui. Puis, je cherchais la maison de McCartney, qui était sur Cavendish. Puis, j'avais de la misère à la trouver. Fait que j'avais abordé un vieux monsieur. C'était un dimanche matin. J'avais abordé le vieux monsieur. Puis là, c'est au Cavendish, tout ça. Puis, on fait un bout de trottoir ensemble. Puis là, j'ai dit que je viens du Canada, puis de Montréal. Puis là, il me dit, en anglais évidemment, mais il me dit ah oui, en Amérique, là où vous démolissez tous les anciens bâtiments. Puis des fois, je pense à ce qu'il me disait, le bonhomme. Puis tu sais, il y a la même chose aussi à Saint-Étienne-de-Beauharnois avec l'Église. Tu sais, est-ce qu'on la rénove? Puis le problème à Saint-Étienne, qu'on n'a pas rencontré ailleurs. Ils ont fermé d'autres églises, là, à Maple Grove, Saint-Martyr, Melogeville, Notre-Dame-de-la-Paix. Ça, c'est rendu C'est une résidence personnes âgées. À Maple Grove, elle a été rasée. C'est ça. Mais à Saint-Étienne, il y a un problème, c'est qu'il y a des gens enterrés en dessous. Ouais. Parce que c'est un signe d'être près de Dieu. C'est le principe là, de la résurrection des morts. Donc, à la fin du monde, tout le monde sort de son... Fait que si t'es proche dans l'Église, t'es plus proche de Dieu. Là. Bon, c'est ça l'idée. Il y a 15 personnes enterrées en dessous de l'Église de Saint-Étienne. Alors, qu'est-ce que tu fais? Puis, il ne faut pas oublier non plus que si ces personnes-là sont décédées de maladies infectieuses, les bacilles, ils sont toujours actifs. OK. Quand les Sœurs Grises à Montréal ont vendu leur grosse bâtisse, il y a à peu près 200 religieuses enterrées en dessous. Ouais. Et ils ont mis une espèce de scellant transparent sur ça pour pas que les bacilles bougent. L'église de Saint-Clément, il y a 212 personnes en dessous. Quand même. Ah, ouais. C'est du monde à la messe, hein? C'est du monde sur le plancher. Ouais, c'est ça. Mais... alors, mais qu'est-ce qu'on en fait à Saint-Étienne? Puis, bon, on me dit à Saint-Étienne, il y a bien des gens qui disent ça que ça à terre, là. Ah, c'est ça. C'est ça. C'est triste, là, mais c'est ça. La programmation d'Historia, on a été diffusé. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui, Historia? C'est des pan shops. Ouais, c'est ça. Hey, il n'y a même plus d'histoire à Historia. Mm-hmm. Puis, leurs codes d'écoute ont monté. Oui, parce qu'il y a moins d'histoire. Parce qu'il y a moins d'histoire. Mm-hmm. Mais c'est ça, je comprends pas. L'affaire, c'est que aussi c'est ça, les gens font tout le temps, sont trop pragmatiques. On dirait qu'on parle de l'école. À quoi ça va me servir plus tard? L'histoire. Mm-hmm. Ouais. On va faire un job, c'est pas grave, l'histoire ou certains autres cours qu'on peut parler, mais je pense que c'est important de se rappeler d'où on vient, qu'est-ce qui s'est passé. Puis souvent, l'histoire l'histoire se répète des fois qu'on dit, pas répéter les mêmes erreurs, puis comprendre, puis c'est beau ce patrimoine-là aussi. Parce que des fois, moi je trouve qu'on parle jamais assez du beau, tu sais. Quand il y a des nouvelles constructions, des affaires, on dirait qu'ils s'en foutent. C'est juste, ils mettent des trucs. C'est en mode d'aujourd'hui, fait que c'est beau, entre guillemets, mais tu sais, je veux dire, ces vieilles bâtisses-là en pierre, il y a quelque chose là, qui... Oh, oui, c'est impressionnant. Tu as ça aussi dans l'urbanisme. Moi, la plupart des villes au Québec, tu rentres dans l'entrée principale, là, et c'est les mêmes bannières de multinationales, McDonald's, Canadian Tire, tout ça. Oh, ouais. Et pourtant, Beauharnois puis Saint-Jérôme, c'est pas pareil. Saint-Jérôme puis Rimouski, c'est pas pareil. Sainte-Marie-de-Beauce. Ouais. Alors que là, c'est uniforme. Ouais. C'est tout pareil. Ouais. Il y a ça. Puis, je veux dire, en termes de construction, comme tu dis, je veux dire, c'est des condos, des cages à lapins. Ouais. Puis dans 50 ans, c'est pas solide, ça va être démoli. C'est ça. Il n'y a pas de continuité. Non, c'est ça. Tu sais, quand j'ai un autre livre
Saint-Chrysostome, que j'ai fait en collaboration avec Jacinthe Hiel. On est allé un dimanche à Russelltown, qui est l'ancienne communauté là, presbytérienne. Ça. Une fois par année, ils font une messe. Fait qu'ils nous avaient accueillis. Et les anglophones ont un sens de la continuité que nous, les francophones, on n'a pas. Il y avait des dames qui avaient une courte pointe qui avait été commencée 1830 ou à la fondation de l'église de Russelltown. Et chaque génération en cousait un petit bout. Puis on était rendu en 2018, puis la courte pointe est toujours là. Il y a une continuité que nous, on n'a pas. Fait que si tu sais pas d'où tu viens, ben tu vas avoir de la misère à savoir où tu vas. Puis ça, c'est le destin politique aussi du Québec. Hein? Ah, c'est clair. Puis, je sais pas, il y a comme quelque chose qui. Tu sais, surtout quand on parle du patrimoine, quand on parle de bâtisses avec les patriotes, Chambly, c'était ça, je pense que c'était une ancienne maison. C'était la maison d'un notaire qui était associé aux patriotes. Associé, oui, en tout cas, c'est ça. Puis, on dirait que ça s'évacue. On n'en parle plus, toute cette époque-là, les patriotes. Puis il y a eu, à ce que je sache, moi, j'ai pas eu d'enfant, mais à ce que je sache, il y a eu une période aussi, il n'y a plus de cours d'histoire pour les plus jeunes, d'une part. Au primaire. Puis en ce moment, il y a le 2/3 des cégeps au Québec qui n'a aucun cours d'histoire. Aucun. C'est pas compliqué, là. C'est zéro. Ah, c'est ça. Puis... Ça passe par là. Ça passe par là. Ça passe aussi par les médias, d'en parler, de faire des séries, de faire des documentaires. Puis ça va aussi par famille. Puis, pour connaître Sylvain, le père de Mathieu, je le sais que Sylvain s'intéresse à l'histoire. Et comme par hasard, le fruit tombe pas bien loin de l'arbre. Et ça, j'ai dit qu'il y avait 75% des gens qui s'en foutaient. Puis c'est à peu près mon chiffre. Mais ceux qui aiment ça, là, j'ai des passionnés. Des gens qui sont prêts à faire du millage pour aller voir quelque chose. Mais c'est une minorité. C'est nettement une minorité. Non, c'est ça. Puis moi, je sais pas, moi j'aimais ça, je me rappelle au secondaire, mais en même temps, moi j'ai eu des très bons profs d'histoire là, qui justement nous racontaient une histoire, notre histoire. C'est ça aussi, c'est qu'il faut que tu la rendes vivante. T'sais. Mais je me rappelle que j'étais juste là, je prenais pas de notes. Puis après ça, je performais aux examens. T'sais. Juste parce que j'assimilais tout ça, puis je trouvais ça intéressant. C'est notre histoire, c'est important de tout ça. Puis après ça, tu comprends, OK, pourquoi qu'on est rendu là, tu sais. Puis souvent, on peut interpréter le présent si on se fait moins avoir. Tu sais? Par exemple, je me souviens, il y a quelques années, Mario Dumont, quand il était chef de l'ADQ, là, il était arrivé avec le concept, il disait « Je suis autonomiste ». Tu sais, je suis pas souverainiste, je suis pas fédéraliste, je suis autonomiste. Bon, mais si tu connais l'histoire de Maurice Duplessis, tu vas savoir que Duplessis disait exactement la même chose. Donc, il avait rien inventé, Dumont. Il reprenait ce que Duplessis. Mais quelqu'un qui ne le sait pas, il dit « Ah, il est original, hein? Il a pensé, hein? » Ça, c'est une belle façon d'éviter la question de « Je suis pas souverainiste, je suis pas fédéraliste. » Je suis autonomiste. Sauf qu'il n'y avait rien inventé, là. Non, ça, c'est clair. C'était du... Fait que si tu connais l'histoire, tu te fais moins aware. Mais en même temps, tu sais, c'est ça, tout le patrimoine. En même temps, on a tellement quand on regarde justement le moulin que je parlais, mais tout le patrimoine bâti qu'on a laissé aller depuis les années 60, puis même depuis avant, mais tu sais, c'est protégé depuis début 60. Mais c'est beaucoup d'argent aussi. Il y a ce côté-là qu'on rentre un peu dans le pragmatisme. Là, ça a l'air qu'on manque d'argent un peu partout, mais il y a aussi, je pense que plus qu'on attend, plus que ça va coûter cher. D'une part. Puis, ça prend aussi une expertise. Si tu veux faire remettre les choses à l'ancienne, en Europe, ils sont mieux équipés pour ça parce qu'ils en ont plus, puis ça fait plus longtemps que ça existe. Mais ici, là, des artisans. Ouais, non, c'est ça. Il faut que tu les trouves, il faut que tu les payes. C'est ça. Y a-tu... Parce qu'à un moment donné, tu te dis, bon, il y a beaucoup de bâtiments. Est-ce que aussi la solution serait de peut-être prioriser certains trucs, mais en même temps, comment qu'on priorise? C'est un autre débat, là, mais tu sais, parce qu'on pourra peut-être pas tout sauver, je sais pas. Je réfléchis à voix haute parce que je sais pas c'est quoi, c'est vraiment une solution, mais parce que quand j'ai vu, c'est ça, la maison à Chambly, pour vrai, là, en même temps, tu sais, moi, je suis pas
pas tant connaisseur de, tu sais, je peux aller souvent à Chambly, là, mais tu sais, à un moment donné, tu fais, ah ouais, tu t'en entends parler quand c'est trop tard, puis qu'il arrose demain matin, puis là, tu fais, OK. Je pense qu'il y a d'abord une question d'intérêt. Ouais, c'est ça. Si l'intérêt, si le politicien sent que l'intérêt de la population n'est pas là, puis qu'il va se faire varloper, il s'en va de ce côté-là. On va dire... Oui, on parle de politique, on l'effleure depuis tantôt, mais on a parlé de souverainisme. Je veux savoir si tu as été, justement, dès les premiers instants, intéressé par, justement, le mouvement souverainiste, que tu as été actif aussi là-dedans, pas nécessairement en politique, mais je suis comme citoyen, comme présent dans des événements. Moi, j'en ai un autre qui se place très bien dans une conversation. Moi, j'étais à Paul Sauvé le soir du 15 novembre 1976. J'avais 20 ans. Là. C'était... je me suis impliqué au Parti québécois dans cette époque-là, mais après ça, j'ai fait partie en 1981, je ne sais pas si vous vous souvenez. T'es pas né? En 85. Ah bon, OK. Ouais. Il y a eu un congrès, en décembre 81, il y avait eu un congrès du Parti québécois qui avait été assez houleux, où René Lévesque avait menacé de démissionner, puis il avait dit qu'il ne se reconnaissait pas, tout ça. Puis après ça, il y a le tiers des délégués qui avaient démissionné en réaction à la position de l'évêque. Mais j'étais dans le tiers, moi. Fait que je suis pas retourné. Fait qu'après ça, là, j'ai pris ma carte de membre pour les encourager. Ils en ont bien besoin. Ouais. Mais je sais pas, c'est... Vous désillusionnez maintenant l'avenir? Là, je suis en train de préparer ça fait un an que je travaille là-dessus, une saga historique. À partir des registres de paroisse que j'ai vus, des procès-verbaux, l'anonymat des gens, je vais changer les noms, évidemment. Et ça m'a amené à lire le courrier de Beauharnois des années 1870. Okay. Et ça m'a conforté que c'est vraiment cette solution-là qui aurait dû être adoptée. La solution, tu parles de faire la souveraineté. C'est qu'on n'est pas plus fin ou plus méchant. Même chose pour les Canadiens. De toute façon, il y a le nom a été usurpé. Hein? Quand vous allez en France, même aujourd'hui, quand vous parlez, les Français vont dire « Ah, vous êtes Canadien. » Alors, un Canadien, par définition, c'est un descendant de Français en Nouvelle-France, mais qui est né ici. Donc, la première génération, moi, je suis la 10e génération des labels. Là, tous les labels viennent d'un seul couple, Anne Charbonneau puis Guillaume Labelle. À partir du moment où ces enfants sont nés là, ils sont Canadiens. C'est ça, un Canadien. Quand on arrive à la conquête militaire de 1760, là, premièrement, c'est une prise de possession militaire, c'est la loi martiale. À l'époque, les gens se définissaient beaucoup par la religion plutôt que par la langue. Alors, on met le serment du test. On oblige les gens, les francophones, à abjurer la religion catholique s'ils veulent travailler. C'est le serment du test. Alors donc, les gens perdent des pouvoirs. Ils sont à peu près 60 000. Les Français, quand c'est la défaite, s'en vont en France, laissant ces 60 000 Canadiens là. Le temps passe, on a de l'immigration irlandaise, écossaise. Tous ceux, là, Molson, Redpath, c'est des Ellis, à Beauharnois, c'est des Écossais. Quand arrive la Confédération, en 1867, le nom qu'on donne à ce pays, qui est le Bas-Canada et le Haut-Canada, c'est Canada. Et là, ceux qui parlent anglais deviennent des Canadians. Donc, nous, on n'est plus Canadiens, on est Canadiens français. Alors, on vient de perdre notre nom. On a perdu le nom du pays. Et là, ça gruge. Et là, on devient Québécois parce que là, en 1867, à ce que je sache, les francophones représentaient 52 % du Canada. On est rendu à 22-23 %. Alors qu'on diminue. Et c'est aussi, il y a beaucoup de modes là, pour les transgenres. Vous savez que les pays ont un sexe. Alors, si tu dis en France, c'est féminin. Si tu dis au Brésil, c'est masculin. Au 19e siècle, on dit en Canada. Et c'est un pays transgenre. Maintenant, on dit au Canada. Alors, on a perdu notre identité culturelle, notre nom.
C'est comme si c'était un vol d'identité. Oui, oui. Qui était Canadien, ce n'est plus la même réalité. OK. Puis c'est d'être responsable puis de choisir l'aide médicale à mourir. C'est la perception, ça vient de la langue, ça vient aussi de ta culture, de ta religion, même si tu pratiques pas de religion, il y a des séquelles de ça. Ouais. La perception de la vie n'est pas la même. Puis c'est pas qu'ils sont mauvais ou qu'ils sont bons ou on est différents. Puis c'est cette différence-là que les Québécois, dans les 2 référendums, ont refusé d'assumer. Parce que c'est difficile. Je veux dire, il faut que tu sois responsable de tes affaires. Hein? Fait que c'était ça les choix qu'on a à faire. Puis, comme disait Félix Leclerc, ventre plein n'a pas d'oreille. On est bien, là. On n'est pas persécuté. Non, c'est ça. On n'est pas exploité. Mais il y a un malaise. Ah ouais. Ben, je suis allé pour la première fois à Toronto, il y a peut-être 6-7 ans. Je me rappelle comme sortir de l'auto, puis là, promener, puis faire comme je sais pas, je suis où. Mm-hmm. Je reconnais rien, j'ai aucun repère. J'ai l'impression d'être dans le mini New York, je sais pas quoi, là, mais tu sais. C'est ça, tu dis, on va. Parce qu'à Montréal, tu te promènes, on va trouver un resto. À Québec, tu te promènes, puis là, je prenais à Toronto, il n'y a pas de resto. On dirait, tu sais, c'est ça. On se reconnaît pas pantoute, là. Puis on dirait qu'il y a plus de liens entre le Québec puis la Nouvelle-Angleterre. Mm-hmm. Oui, ben ouais. Entre le Québec et le reste du Canada. Parce que, tu sais, il y a eu beaucoup d'immigration. Ouais. Tu sais... L'amour de la bière. Oui, dans mon cas, oui. Ouais. La bonne. Mais tu sais, les Français disent Washington, puis ils disent Boston. Mais nous, on dit Boston. On l'a francisé. Ouais. Parce que, tu sais, on a plein... Quand on a des mononcles des États, c'était dans cette région-là, puis on l'a francisé, c'est Boston, puis toutes les plages américaines où les Québécois vont. Puis souvent, on a plus de liens avec la Nouvelle-Angleterre qu'avec le reste du Canada anglais. Fait que... Il me reste très peu de temps, mais je me demandais si... c'est parce que c'est une question que j'ai depuis le début avec le 150e, mais je ne sais pas s'il y avait, justement, en fouillant, parce que tu en as eu du stock là-dessus, y a-tu des anecdotes ou quelque chose que tu as appris sur Bourneau, la région, que tu as fait « Ah ouais, ça, c'est... » Y a-tu... Ben, il y avait le changement de mer. C'est parce que moi, là, j'étais un étrange, là. C'est le gars de Montréal qui écrit l'histoire de Beauharnois puis qui va vous dire que c'est pas le maire que vous pensiez. Alors, ça, c'était dans mes grosses surprises, là, mes grosses découvertes. Mais c'est ça, il fallait que comme je disais, qu'il fallait que je me pade. Alors, c'est pour ça que, par exemple, ce bout-là, j'ai fait numériser les pages des procès-verbaux. Ils sont dans le livre. Il faut que j'arrive avec une preuve, moi, là. Parce que là, on peut juste l'écrire. « j'ai vu ça. » Oui, c'est ça. Parce que je sais que Toussaint, il y a pas eu comme une pièce de théâtre, ou en tout cas, il y a eu des citoyens dans le cadre du 150e qui jouaient des personnages. Puis je pense que Toussaint avait été joué par Nicolas Leduc de Au goût des saisons. Puis Alexandre Dano. Alexandre Dano, il s'inversait, c'est ça. Remplaçait l'autre, c'est ça. Il faisait Toussaint Rochon. Quand un ne pouvait pas l'autre, en tout cas, c'est ça. Il jouait dans des événements. Mais quand il y avait par exemple, quand on a fait le lancement des fêtes en novembre 2012, c'est ça, on avait imaginé un scénario où c'est Paul Sauvé qui était en avant puis qui disait, bon, bien, mesdames, messieurs, accueillez le maire de Beauharnois. Puis là, Claude Hainaut marchait, puis là, le personnage de Toussaint qui marchait en même temps. Fait que quand on avait inauguré aussi l'exposition de photos d'Élie Gendron, on avait utilisé aussi... puis il y avait aussi Geneviève Champagne qui avait fait Jane Ellis. Ouais, OK, c'est ça. OK. Fait qu'il y avait des personnages. C'est une femme, ça, Jane Ellis? Jane, oui. Oui, c'était la femme du jeune seigneur Edward Ellis Jr., qui ont été faits prisonniers par les Patriotes. Et qui avait un talent pour dessiner. C'est elle qui a dessiné le fameux... celui-là. Ici? Oui. Okay. Qui est toujours l'image qu'on montre des Patriotes. Des Patriotes, oui, c'est ça. Ça a été pris, ça a été dessiné à Beauharnois, c'est à partir de l'ancien presbytère, qui est la maison des habitants aujourd'hui, la salle des habitants, qui était à l'emplacement, juste à côté de l'église Saint-Clément. Ça a été vraiment une grosse affaire ici, là. Puis après ça, il y a eu la répression. un petit peu. Pillage, viol collectif, tout ça, c'est documenté, là.
Ça serait quoi votre prochain projet? Là? Vous avez dit que vous travaillez depuis un an sur des trucs, mais... Oui, c'est une saga. Là, c'est toujours le même principe. Je me dis, j'en ai dans mes tiroirs des romans, tout ça, puis je me dis, il me semble que je serais capable de faire ça. Ouais. Alors, voilà, je suis encore parti de... La fiction? Me semble, oui, c'est ça. Me semble que je serais capable de faire ça. Alors, j'ai développé des personnages, j'ai continué ma recherche avec tout ce que j'avais lu, puis je voyais passer, puis... c'est ça. Manquez pas d'inspiration avec ça. Je suis pas pressé, puis j'ai pas d'entente avec aucun éditeur. J'ai pas de délai. Ouais, quand je serai prêt, je suis prêt. Puis ça fait un beau projet de retraite à part de ça. J'aime bien ça. Ben, puis, dans le fond, vous n'avez pas de regret d'avoir quitté justement le monde du journalisme. Parce que tous les projets qu'on a parlé des années 2000, ça n'aurait pas eu lieu. Vous n'aurez pas pu faire les deux. C'est ça. Quand on se lance là-dedans, il faut le faire à 100%. Là, je pense. Ben, c'est que, comme Destin, parce que Destin, je participais à tous les tournages. J'ai fait à peu près tous les tournages. Ça a été des expériences. Puis même chose quand je suis monté à Baie James, Manic 5. C'est un concentré, ça dure pas longtemps, mais le temps que ça dure, c'est intense. Alors que si j'étais resté dans les journaux, c'est sûr que les finances seraient mieux, mais ça serait plus dilué. J'ai rencontré, j'étais chanceux, quand je travaillais dans les journaux, j'ai rencontré Denis Arcand, Maurice Richard, c'est ça, Lucien Bouchard. Denis Arcand, il avait vraiment été sympathique. C'était au Reflet, c'était à Delson. Okay. Puis, tout l'après-midi, dans le stationnement, il y avait un restaurant grec à côté, c'était un petit centre d'achat. Puis, il y a un vieil autobus dans le stationnement. Je sais pas, je vais voir ça. Puis, comment ça, c'était au début de l'après-midi. Puis, il se révélera que l'autobus, c'était l'autobus de tournée de 1956 d'Elvis Presley. Hein? Puis, là, il y avait une équipe de tournage. Fait que je rentre au restaurant grec à côté. Je me regarde, il y en a une quinzaine. Puis je vais donner Arcand. Okay. Fait que je vais le voir. Fait qu'il venait de s'installer, il venait de commencer le repas. Fait que j'explique mon affaire. Fait qu'il tournait dans le coin. Fait qu'il dit, c'est correct, je vais aller vous voir. Fait que j'ai calculé, puis je suis revenu au dessert. Il a pris sa tasse de café. La serveuse ne le connaissait pas. Il dit, je vais revenir. On s'en va au Reflet. Puis je fais mon entrevue avec lui. Il était vraiment sympathique. Ça a été vraiment le fun. Fait que c'était des belles rencontres comme ça. Mais c'est plus dilué. Par exemple, j'ai travaillé à Hull aussi. Là, quand c'est une ville régionale, là, tu rencontres vraiment des... Tu sais, Lara Fabian, ça avait été une belle entrevue, une belle expérience. Patrick Huard. Mais quand tu es à Châteauguay, tu es trop proche de Montréal. Ouais. Alors, tu n'as pas ces vedettes puis ces gens plus connus. Parce que c'est la proximité. Ils vont aller avec les médias de Montréal. Ouais, c'est ça, donc, je comprends. Mais une chose que j'aimais beaucoup, moi, quand j'étais dans les journaux, c'est d'aller chez les gens. C'est-à-dire que quelqu'un appelle, puis ils ont un problème, puis ils veulent te parler de quelque chose, puis ils t'amènent... Puis pour quelqu'un qui est le moindrement observateur, là, rentrer dans une maison, là, on appelle ça l'intérieur. Hein? Ouais. C'est l'intérieur de la maison, mais c'est l'intérieur de la personne aussi. Et ça j'aimais ça. C'était de découvrir, puis tu vois des affaires, des petites photos, puis quand t'es seineux, ça, c'était le fun. Mais c'est moins glamour. Ouais. Mais ça, c'était... non, j'ai eu des belles expériences. Merci beaucoup, Marcel, d'être venu. Je pense que c'est le temps qu'on avait. Puis, je suis sûr qu'il y a plein d'autres choses à discuter. Vous reviendrez. Oui, c'est ça, je repasserai. Merci à vous d'avoir pensé à moi, de m'inviter. Ça m'a fait plaisir. Un plaisir. Fait que, merci beaucoup.